Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Alors nous avons vu le théorème de von Neumann et le fait que l'hypothèse de linéarité était abusive parce que sur des observables non commutants, cette relation de linéarité n'est tout simplement pas possible. Toutefois, pour des observables qui commutent, cette relation est valable. Alors peut-être avez-vous eu l'idée de dire, que se passe-t-il si on admet la linéarité que sur les variables commutantes? Et en fait, c'est ce qu'a fait Gleason. Gleason a construit un théorème sensiblement identique à celui de von Neumann, mais l'hypothèse de linéarité n'était imposée que sur les variables, sur les observables qui commutent. Et là, c'est tout à fait valable. Donc, il a développé ce théorème qui en fait traitait non pas des variables cachées, mais des mesures sur des mesures de probabilité sur des sous-espaces de l'espace de Hilbert. Donc c'est un peu technique, mais le lien avec une application à valeur, donc aux variables cachées, est assez immédiat. Donc on peut facilement faire le lien. Et on obtient quelque chose alors de tout à fait analogue à von Neumann, mais correct. Et en particulier, si on traite des observables qui sont des projecteurs sur des sous-espaces de Hilbert, alors on obtient que E de P, la valeur moyenne, doit avoir la forme de trace, donc la trace d'une matrice, de U fois P, où U est un opérateur positif, donc ses valeurs propres sont toutes positives, et la trace de U doit être égale à 1. C'est un résultat que von Neumann avait déjà obtenu dans son travail, si ce n'est que son postulat, lui, était trop sévère, mais avec un postulat plus restreint, on aboutit au même résultat. Notons que si P1, P2, etc., sont des projecteurs qui projettent sur des sous-espaces orthogonaux, à ce moment-là, le produit scalaire des vecteurs des différents sous-espaces donne 0, ils sont perpendiculaires, et dans ce cas-là, les mesures correspondantes sont indépendantes, et donc commutent. Et le projecteur qui est donné par P1 plus P2, etc., projette sur le sous-espace qui est la réunion des autres, leur somme directe en fait, et forme ainsi un ensemble commutant. Et ça signifie, avec l'hypothèse de linéarité, que E de P égale EP1 plus EP2, etc. Puisque le résultat est analogue à celui de von Neumann, la preuve d'impossibilité continue à tenir. Et en particulier, on montre qu'il n'est pas possible d'avoir une fonction V lambda psi qui donne les valeurs de tout observable et qui en plus colle avec les résultats de la mécanique quantique. En réalité, déjà à l'arrivée du théorème de Gleason, on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple que ça. Une telle application valeur donne les valeurs des observables pour un système donné, indépendamment de la manière de faire les mesures. Or, nous avons vu qu'il doit y avoir une contextualité. C'est-à-dire que les résultats des mesures doivent dépendre non seulement du système, mais de la manière de faire les mesures. Et donc, on doit avoir un lien entre les valeurs données par les variables cachées et la fonction d'onde et le système de mesure qui, en principe, doit lui être aussi décrit par un état quantique et des variables cachées. C'est donc plus compliqué qu'il n'y paraît, et ce théorème prouve simplement qu'on ne peut pas considérer la fonction du système seule, et donc il doit bien y avoir une certaine forme de contextualité. Nous aborderons plus en profondeur la contextualité avec le théorème de Kochen et Specker. Un corollaire important du théorème de Gleason, c'est que la règle de Born
est la seule qui soit consistante avec la mécanique quantique. La règle de Born, c'est celle qui donne les probabilités. Celle-ci étant, rappelons-nous, proportionnelle, et les probabilités sont données par le carré sous forme normalisée, le carré des grandeurs des vecteurs d'état de base, c'est-à-dire leur valeur sur la décomposition sur une base donnée. Si on considère comme projecteur P1, P2 ici, les projecteurs sur les états de base, P2 sur le vecteur V2, etc., les différents états de base, une base de l'espace de Hilbert quelconque, à ce moment-là, la somme de tous les projecteurs n'est rien d'autre que le projecteur sur l'espace de Hilbert tout entier. Et donc, en fait, il projetterait tout vecteur à partir de l'espace de Hilbert. Sa projection, c'est le vecteur lui-même. Et donc, P est analogue à l'opérateur unité. Et donc, E de P doit être égal à 1. Et donc, EP1 plus EP2, etc., doit être égal à 1. Et ça, c'est analogue au théorème de Pythagore. Donc, supposons qu'on ait deux états de base. Si on a la projection V1, on va l'appeler E1, et c'est pour ne pas confondre. V1 et V2, les projections sur les espaces des vecteurs de base. Alors, la somme des deux doit donner 1. Et le théorème de Pythagore nous dit simplement que V1 carré plus V2 carré égale 1. Et puisque ceci est vrai pour tout vecteur, alors ceci doit être donné par V1 carré, celui-là par V2 carré, etc. Et ça, ce n'est rien d'autre que la règle de Born pour les probabilités. C'est un résultat important en soi, parce que la règle de Born semblait tomber un peu n'importe où, elle fait partie des postulats. Eh bien non, en fait, le théorème de Gleason montre que cette règle est la seule possible. À partir des postulats de base aux règles de Born, les postulats de base dans la mécanique quantique impliquent que seule la règle de Born est possible. C'est un résultat remarquable. Il nous servira d'ailleurs plus tard. Voilà, alors, il reste à traiter de la contextualité. Et pour ça, nous attaquerons ça dans la prochaine vidéo. Nous attaquerons le théorème de Cauchy et Specker. Je vous remercie.